Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Thérapie. Petit point avant de commencer cet épisode, on a eu beaucoup de galères pour l'enregistrer. On a fait ça, je vous mets une photo, c'est excellent, dans le coffre de nos voitures. Donc le son n'est pas parfait, on le sait, mais on préférait vraiment faire cet épisode et la discussion est hyper intéressante. Si vous imaginez que vous êtes dans une forêt, le podcast passe tout seul, profitez des petits pépiments d'oiseaux, des quelques petits aboiements. Voilà, j'espère que vous allez apprécier ce podcast. Aujourd'hui, on va vous faire un épisode sur le métier d'autrice, d'auteur. Mais aujourd'hui je dis autrice parce qu'on est accompagné d'autrices. Pourquoi est-ce qu'on veut faire un épisode sur ça ? 2 raisons. Déjà, Estelle, quand même cette co-host de podcast, est autrice. Et au-delà de ça, on est toutes les deux des grandes lectrices, donc c'est un monde qu'on consomme quand même pas mal. C'est un sujet qui est chouette à aborder avec quelqu'un qui est du milieu, puisque vous allez pouvoir peut-être avoir un peu des insights, etc. si vous êtes lecteur, de comment est-ce que ça se passe, de créer une histoire et tout. C'est pas juste nous qui sommes lecteurs, on a vraiment pour le coup la confrontation lecteur et auteur. Ce qu'on a trouvé intéressant, c'est que dans ce monde-là, Estelle connaît des gens et on s'était dit que c'était hyper intéressant de s'entourer d'une autre autrice pour avoir un autre point de vue en fait et pouvoir comparer un petit peu tout ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous accueillons officiellement notre première invitée sur la thérapie, Caroline. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, donc du coup moi c'est Caroline, mon nom d'auteur c'est Tim Laure. Et donc je suis autrice hybride, publiée en maison d'édition et en auto-édition et j'aime bien garder cette double casquette. Estelle, est-ce que tu peux te présenter ? Eh bien, je suis Estelle Aster, une autrice de romance, fantasy, science-fiction tout nouveau, voilà, qui suis hybride, donc je suis publiée en maison d'édition et en auto-édition. 2 autrices hybrides avec nous aujourd'hui. Mais c'est grâce à Caroline que je suis retournée à l'auto-édition. Je suis très fière. Non mais vraiment, merci. Vous avez toutes les deux commencé sur Wattpad, il me semble, sans vouloir vous afficher. Oui. Oh, les dossiers de la honte qui vont ressortir. Est-ce que vous savez pourquoi vous avez commencé à écrire sur Wattpad en particulier ? Quel était le besoin ? Est-ce que c'était pour vider du quotidien ? Est-ce que c'était pour exprimer des trucs que vous pouviez pas exprimer dans la vraie vie ? Moi, c'était la mode. Parce qu'en fait, j'ai commencé à écrire sur Wattpad. C'était fin des One Direction. Dossier. Harry Styles, qui était la première inspiration, tout ça, my bad. Et en fait, j'ai découvert des fanfictions One Direction. Et en fait, moi, j'avais l'inspiration et je me suis dit, pourquoi pas. Avant, j'écrivais de base pour vider tous les scénarios que j'avais dans ma tête. Parce que c'est la seule façon pour moi de m'endormir, de me faire un scénario dans ma tête, mais encore aujourd'hui. Hein. Et du coup, ça a été juste une suite logique. J'étais en mode, j'ai des inspirations sur One Direction, je vais les mettre sur Wattpad. Et moi, ça n'a pas commencé sur Wattpad vraiment. Ça a commencé sur Skyblog. Ce qui me rajeunit vraiment pas du tout parce que j'ai 31 ans, mais vraiment, c'était la mode des fanfictions à l'époque. Et moi, c'était full Naruto. Oh yeah. Saku. Oh, et j'ai commencé là-dessus. J'ai commencé pas en écrivant, mais en lisant parce que j'adorais ce manga. Et après, en écrivant, je me suis rendu compte que ça permettait d'échanger sur la passion du manga, de l'univers. Et je me suis pris d'affection pour l'écriture, mais grâce à ça, parce que je pensais pas que j'aimais tant écrire à la base. Et après, j'ai fait une grande pause. Et quand j'ai recommencé, Skyblog, c'était plus du tout à la mode. Et j'ai repris la lecture d'abord sur Wattpad. Et ensuite l'écriture, toujours dans les fanfictions Saku. Tu lisais des fanfictions aussi ? Oui, mais que ça. Et vraiment, j'avais pas du tout envie de lire des livres qui ne parlaient pas de fanfiction, etc. Ou même d'en écrire. Je me sentais pas forcément légitime. J'avais besoin d'avoir un univers qui existait déjà. Et petit à petit, j'ai eu besoin de me sortir de ça et de créer mes propres personnages, comme si je me sentais prête à me lancer dans le grand bain. Comme ça a fonctionné et que j'ai réussi à finir mon premier roman, je me suis dit, mais ok, là c'est bon, t'es une grande, t'y vas quoi. C'était dépendant ton premier roman ? Ah non, c'est un roman qui n'est pas totalement terminé, qui l'est sans doute, mais qui ne paraîtra jamais de la vie. Ok. Il y est toujours sur ton... Non, je l'ai pas mis, celui-là. Le premier roman que j'ai écrit, je l'ai pas mis sur Wattpad. Ok. Et qu'est-ce qui a été le switch pour vous entre écrire sur une page Word qui reste sur votre ordi et qui en sort jamais ? Je vais le publier sur Wattpad. Est-ce que c'était déjà dans l'optique d'avoir des retours ? Pourquoi en fait ? Est-ce que vous l'avez mis sur Wattpad ? Alors moi, pour les fanfictions, c'était que je voulais partager sur l'univers du manga et que comme moi j'adorais en lire, je me suis dit mais en fait toutes les personnes qui m'ont fait rêver en faisant revivre l'univers différemment, mais j'ai envie de leur rendre et vas-y go, j'écris également. Et comme ça restait qu'il y a eu cette espèce d'échange, je me suis dit mais je veux aussi avec mes univers que ça fasse ça. Et je continue même aujourd'hui à les romans qui sont avant qu'ils soient publiés à les mettre gratuitement sur Wattpad. Parce que j'ai toujours envie de faire rêver, même pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens, vu que je suis pas trop fan près du téléchargement illégal. Oui. Ouais. Ok, je vois. En fait, moi, je crois que j'en ai pas eu conscience au départ. C'était très mécanique, en fait. J'ai lu les premières fanfictions, je me dis, j'ai envie d'écrire un truc. Au départ, j'écrivais sur mon téléphone.
Genre quand Ah j'écrivais non. sur Wattpad, genre je te raconte même pas les fautes qu'il y avait dedans, c'était horrible. Mhm. Et après, en fait, c'est juste, genre, je le prenais comme un Word, il y avait pas la différence, en fait, j'avais pas de différence, je calculais pas, c'était en mode, j'ai envie de finir ma fanfiction sur Harry, et let's go, tu vois, Ouais, ok. genre, elle est en passé en brouillon, maintenant, la cherchez pas, parce qu'elle est catastrophique. Donc, voilà. C'est au bout d'un moment, quand j'ai commencé à faire les fanfictions sur Marvel, parce qu'après One Direction, je passais à Marvel, et là, je me suis dit, parce que j'ai commencé à en lire plus et tout, j'ai vu qu'il y avait de l'interaction, j'ai vu qu'il y avait des gens, du coup, qui venaient, et du coup, j'ai capté qu'en fait, je l'affichais, tu vois. C'était pas juste sur mon ordi ou quoi. Mais en fait, c'était complètement inconscient. Oui, tu l'as pas fait direct en te disant que t'allais Ouais. échanger avec des gens et créer une communauté. Mm-mm. Ok. Ensuite, est-ce que vous pourriez un peu m'expliquer votre feeling artistique? Je m'explique. Quand vous vous asseyez devant votre ordi et que vous êtes prête à écrire, c'est quoi le mood? Est-ce que vous voulez vider de la journée? Est-ce que vous voulez créer un univers pour vous échapper? Qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est les deux. Ouais. Genre, je Ok. m'assois, j'ai genre la construction de l'univers, genre j'adore ça. Et ensuite, en fait, j'ai peut-être pas conscience de ce qu'il faut vider quand je vais écrire. Quand je vais écrire, regarde pas. Quand je vais écrire les textes, j'ai pas conscience de ça. Le personnage principal. Mais je sais qu'il y a des choses à transmettre dans ce que je vais écrire. Je sais pas comment dire. En fait, je sais que si j'écris, c'est parce que j'ai un sujet à traiter, que j'ai vu, mais ça fera sens une fois que j'aurai écrit mon roman. Je sais que toi, pour en avoir discuté avec toi, Caroline, t'es plus en mode genre, j'ai un sujet sur lequel je veux parler parce que ça m'a énervé. Ou un truc Moi, du c'est en style. mode obsession, tu meurs et on y va quoi. Vraiment, quand je me pose pour écrire, c'est con, c'est pas comme une transe, mais presque quoi. Mm. Genre vraiment, il y a un petit démon qui a pris possession, qui a dit écris ça, vas-y, dépêche-toi. Mais Fais-les voilà. souffrir. C'est ça. Il n'y a pas de but sur le moment, mais c'est obsessionnel. Mm. Et tant que je ne l'ai pas écrit, je vais y penser. Et si je suis au boulot, mais ça arrivait des fois où j'étais vraiment pas productive parce que j'avais besoin de me mettre devant mon PC et d'écrire ce chapitre-là. Et j'étais là en mode. Un peu comme la sensation quand tu as un livre incroyable qui est en cours et que tu dois aller bosser, mettre une pause dans ce que tu fais et que tu as envie à tout prix de savoir la suite et que tu penses qu'à ça. Ouais. Ben là, c'est pareil quoi. Ok. C'est une envie pressante. Ok. Vidé en vibressante. Exactement. Mais alors ça, pour le coup, je l'ai, le côté trans. Genre, je sais pas ce qui... Je sais pas ce qui sort, entre guillemets. Tu vois, je sais pas C'est la pas raison. explicable en fait parce que Oui. c'est le comprenez démoniaque après le truc quoi. Oui, mais c'est ça, en fait, il y a des fois, et je sais pas si ça te fait ça aussi, tu sais, je termine d'écrire, tu sors de la transe T'es là, ah et t'as plus un pet d'énergie. non, ouais. T'es vraiment genre en mode... T'as quelqu'un qui te parle, tu fais, mais qu'est-ce que t'as là? T'existes toi? Oui, t'es en mode... Chut. Faut que je ça. redescende, faut que je redescende. Non. Et vous prenez la claque à la relecture en comprenant un peu ce que votre cerveau avait besoin de. Enfin, Estelle, je sais que oui. Moi, oui, clairement la lecture. Moi, je me prends pas forcément la claque, mais dès que je vais le relire, je vais re-rentrer dans la transe en mode je vais écrire la suite du coup. Donc, je le relis que quand je sais que j'ai du temps devant moi. C'est-à-dire selon le livre que j'écris, mais parce que je termine pas un livre si j'ai pas cet état d'obsession en fait. Et du coup, ouais, quand je le relis, je suis en mode après je vais mettre ça et ça, et de nouveau le côté démoniaque qui arrive et Ok. Ouais, non, moi, c'est vraiment à la relecture. J'ai souvent cette espèce de phase de transe où du coup, c'est vraiment aussi en mode vas-y, il faut que je construise ça, faut que je construise ça, faut que je mette ça là, faut que je mette ça là. Et par contre, je comprends le message final, genre une fois que je suis à la relecture. C'est pour ça que c'est super compliqué pour moi de faire des synopsis. c'est dingue ça. En fait, tu te fais ta propre psychanalyse quoi. Ah, mais oui, Mais c'est dingue. Ah, mais je suis une je ne psy. connaissais pas ça. je suis une psy avec moi-même quand je relis les trucs. Le nombre de fois, j'envoie des messages à Léa en mode meuf, j'ai compris un truc, mais en fait, c'était ça et tout. Genre là, Kairan, la duologie, genre je suis en train de relire, je fais ah, mais j'ai réglé ces problèmes-là. Vraiment, genre, c'est un besoin viscéral de régler un problème problème Ok. Et genre, ça t'arrive, genre, tu t'engueules avec ton mari, tu découvres le lendemain, genre, qui t'a grave saoulé, et à ce moment-là, du coup, tu décides d'en parler avec lui, ou c'est des trucs comme ça, ou. Non, c'est plus grave, c'est plus deep. Ok, c'est plus grave. Parce que là, ça aurait été hilarant, quoi. Genre, tu veux savoir ce qui va pas? Regarde, Marie, lis le chapitre. Alors, c'est déjà arrivé que dans les main caractères, les mail leads, soit il y a un truc qui m'a saoulé, je suis en mode let's go. Mais là, j'en ai conscience, tu vois. Ok. Je pense que les trucs les plus profonds, j'en ai vraiment pas conscience Et du puis tout. c'est, oui, Tu les c'est ça, découvres. c'est profond, c'est un trait de caractère qui te saoule ou un truc sur lequel genre Oui. vous êtes en train de bosser, pas putain, il a mal rangé de la vaisselle hier. Oui, non. Après, ça, parfois, c'est rigolo. Tu vois, genre, il me raconte des trucs, il a du boulot et tout, ou genre, il y a un truc, et du coup, je me sers de ça en mode, c'est drôle, je le mets là. Il n'y a pas, du coup, ce côté, le message que je voulais mettre derrière, tu vois. Ouais. C'est genre juste en mode, ah, c'est drôle. Ça me fait une transition parfaite avec une question que j'avais pour vous, qui est quelles sont vos inspirations dans la vie? Parce que du coup, toi, Estelle, tu viens de dire que forcément. Take a seat in a Bon, ce sera hâtise pour Estelle. Tu viens de dire du coup que des fois que certaines choses que du coup ton mari fait t'inspirent dans la vie, mais au global, quelle est votre principale source d'inspiration pour écrire les romans? Tu veux que je t'affiche les, vraiment?
Parce que Léa qui m'envoie des photos de ses idoles préférées pour que je les casse dans les romans en mode « Regarde, lui, il ferait bien un chef de mafia. Regarde, lui, il rend bien. » C'est tout bénef pour moi parce que je t'aide. C'est extrêmement altruiste Vraiment. comme process. Et en plus de ça, je me fais plaisir à moi-même. Ah bah oui. Donc, Que du coup, ça me sert en facefame après. gagnant-gagnant. Est-ce que toi, Caroline, c'est plus genre ta vie quotidienne qui t'inspire ou les événements du monde? Ou est-ce que c'est vraiment fantasy, ça part dans tous les Moi, sens il n'y a rien d'inventé. Il y a vraiment rien d'inventé. Genre, tu croises ma route sur un chemin de balade où je balade ma chienne, tu peux terminer dans mon roman. Genre, vraiment. Et plus les gens, ils sont bizarres, plus les gens sont cons, plus ils sont dans mon roman. Je m'inspire de tout jusqu'à utiliser les mêmes prénoms avec accord ou des fois non parce que... je sais pas, dans mon livre, il y a une nana, elle s'appelle, je sais pas, je dis un prénom qui n'est pas celui-ci, bien sûr, parce qu'on sait jamais. Il y a une nana, elle s'appelle Marie, c'est une grosse connasse, elle sert à rien. Bah, dans le livre, elle s'appelle Marie, c'est une grosse connasse, elle sert à rien. Et en fait, tu sais, quand t'as les petits caractères au début qui disent toute ressemblance avec un personnage existant, bah, là, clairement, c'est volontaire, quoi. Et j'ai vraiment pas de soucis avec ça. Je pense aussi que c'est parce que je suis pas une auteure hyper connue et qu'il peut pas y avoir de soucis. Mais d'un autre côté, je veux garder ça. Et parce que qui va le prouver en fait? Oui, puis c'est juste du coup affirmer que ouais, cette personne de merde dans le livre, elle s'est inspirée de moi parce que je suis une personne de merde, quoi. Bah ouais, Dans tous les cas, il vaut assume, mais mieux oui, mais de- t'as qu'à pas être une personne de merde en fait. Est-ce que t'as un exemple d'un perso de tes livres qui est inspiré de quelque chose de la vie réelle? Alors pas forcément peut-être quelqu'un avec qui t'as vraiment du bif, mais tu vois, une petite anecdote marrante. J'ai 2 anecdotes qui sont rigolotes. J'en ai une, c'était ma bêta lectrice quand je faisais ma trilogie en auto-édition. Et en fait, elle me saoulait parce qu'elle me disait à chaque fois, enfin, elle me saoulait positivement, ouais, ça faut changer, ce chapitre et tout. Et c'est un livre vraiment où les scènes de sexe sont décomplexées, c'est de la dark romance, donc le mec, il parle toujours de cul, il compare tout avec sa bite, enfin, on est ok, on est très libéré là-dessus, quoi. Et elle me saoulait à devoir supprimer des chapitres, ou même les scènes de sexe, elle me saoulait en disant, non, il doit faire ça. Je fais, ah. Et donc, dans le deuxième bouquin, il y a une maison close et il y a une pute qui porte son prénom. Et en fait, il y a le personnage principal qui dit ouais, mais elle, je l'aime pas parce que quand elle suce, elle met les dents. Deuxième, c'est dans Mirabilis, il y a un des personnages qui s'appelle Théobald. Et à la base, il s'appelle parce que c'est mon ancien patron. Et vous saurez si vous lisez Mirabilis, si je l'aimais bien ou si je ne l'aimais pas. Voilà. Mais là, j'ai changé le prénom parce que je voulais pas avoir de procès quand même. Et toi, Estelle, quelle est ta source d'inspiration principale? Tes sources d'inspiration principales, peut-être? Alors moi déjà de base, j'observe énormément, mais dans le sens où c'est plus les émotions que les gens vont me faire ressentir, ou genre une atmosphère que j'ai eue et tout. J'ai pas genre de scène particulière ou genre cette personne m'a saoulée, du coup je vais la mettre genre comme toi et tout, tu vois. Je trouve ça énorme, franchement, je surkiffe et tout. Et moi c'est plus genre cette personne elle m'a fait ressentir ça, dans le sens elle émettait ça, et du coup c'est ce que la personne émettait que je vais réécrire. Que genre moi ça va, mes émotions c'est H24 le bordel, donc au pire c'est pas grave. CF l'épisode sur les émotions qui est sorti. Mais ouais, c'est plus que je vais ressentir chez les gens et du coup l'interprétation que j'en ai fait. Du coup, c'est pour ça que j'aime observer. On me dirait putain, cette personne elle a vraiment un type de colère particulier, ou elle a une façon d'aborder les gens qui est totalement différente. Et c'est pour ça que une de mes inspirations majeures, bah du coup ça a été les animés énormément, plus ce que le personnage me faisait ressentir. Et les idoles de K-pop, je vais en dire, voilà, clairement. C'est que ça, t'en parles très souvent. Ça, on avait bien compris. Ah mais... Love, oui. love. Alors, franchement, il y a du beau monde. C'est agréable à regarder. Ils chantent bien. Que veux-tu que je te dise de plus? Oui. Et en fait, ils ont vraiment, bah, du coup, il y a les caractères qui montrent et il y a qui sont réellement, parce qu'évidemment, bah, ça reste en partie des acteurs, tout ce que tu veux et tout. Il y a un trait de caractère que je veux prendre, que je trouve intéressant. Typiquement, si je prends dans Kairan, Cooper, il est inspiré de S-Coups, du coup, qui est le leader de Seventeen. Et c'est vraiment ce côté très alpha leader pour le goût. Ah, les alphas, ouais, j'aime beaucoup. tu vas bien l'aimer, lui. Tu vas bien l'aimer, je te le dis. Et en fait, il y a vraiment c'est pas le seul côté de lui, mais c'est ce que j'ai choisi d'en tirer parce que c'est ce qui m'a le plus marqué dans l'image qu'il renvoie et tout. Et en fait, ça, j'exploite à fond. Et vraiment, genre, quand il y a une émotion qui me plaît ou un ressenti qui me plaît, genre, c'est comme une pelote de laine, je tire dessus, je suis en mode, vas-y, et je le saigne jusqu'au sang, tu vois, en mode, vas-y, où est-ce que tu peux aller avec ça pour ressentir et, bah ouais, genre, découvrir le perso, quoi. Et Cooper, pour le coup, c'est la première fois que je fais un truc aussi paternaliste, je trouve, comme personnage. C'est quel personnage, ça? C'est dans quel roman? Kairan. Tu l'as pas encore vu, mais il y a son point de vue qui arrive. Oh, bêtement. Je pense que tu préféreras Jian parce que c'est le petit malicieux en mode wouh. Bragueur, ouais, j'aime bien. Et puis il dirige le quartier du plaisir, quoi. Donc voilà. Ouais, mais j'adore ce quartier. Ouais, voilà. Ça me fait une bonne passe parce que Kairan, du coup, c'est une histoire qui est assez sombre, dans un univers assez sombre. Et ça, c'est un point commun entre vous deux parce que vous écrivez toutes les deux des romans dans des univers sombres, avec des personnages sombres et surtout complexes.
J'écris du choupinou aussi à côté. Hein. Oui. Mais c'est pas ce que... c'est pas ce que je préfère On écrire. vous connaît pas principalement pour ça. Et ma question est, pourquoi vous écrivez des personnages sombres dans des univers sombres ? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir ? En fait, pourquoi est-ce que vous préférez écrire ça plutôt que, par exemple, une romance mielleuse au bord de la plage ? Parce qu'on se fait chier la romance mielleuse, pardon. Non mais oui, Il en faut pour tout le monde. Clairement. Et puis dans la vie de tous les jours, tu ne peux pas tuer les gens. Dans les romans, tu peux. Et Point moi, j'ai taken. envie de faire ce que j'ai pas le droit de faire dans la vie de tous les jours. C'est vraiment un ok. exutoire, quoi. Genre meurs. Moi, c'est genre vraiment donner vie à une interprétation que j'ai eue d'une personne. Genre, on va dire, tu sais quoi ? En fait, je suis sûre que t'es vraiment comme ça dans le fond. Et dans la vie, tu sais, je peux pas dire les 4 vérités à quelqu'un parce que, il faut filtrer. Genre, je peux pas dire, écoute, en fait, je sais que t'es comme ça, ça se ressent, que t'es genre taré ou un truc du style, tu vois, t'as un énorme problème. Du coup, je le mets dans un roman. Est-ce que toi, t'as un exemple de quelqu'un qui t'a inspiré et que t'as mis dans ton roman après En positif ou en négatif ? Les deux. Celui que tu peux dire. En négatif, c'est plus drôle quand même. En négatif, c'est vachement plus... En positif, ça peut être Mimi. Un peu de Mimi, là, dans ce Ouais, mais podcast. nous, on n'est pas Mimi, nous. On n'a pas mis. Je suis la seule Mimi ici. En fait, ici, j'ai écrit une romance qui est Mims, qui j'espère sortira, c'est Lou. Du coup, c'est là où l'on se perd. Elle est actuellement en soumission. Et pour le coup, le sidekick du personnage principal, Nell, c'est clairement inspiré de la relation de Léa et moi quand on était en Belgique et tout. Et ça, c'est très mignon. Parce que du coup, genre, Nell, elle est mignonne, tu vois. Genre, voilà. En négatif, oui, en soi, directement. Je suis quelqu'un qui est beaucoup dans les émotions, du coup. Beaucoup plus que dans la logique. Je sais être rationnelle, mais je suis plus dans les ressentis. Et j'ai pas du tout un côté scientifique. C'est-à-dire que je ne suis pas matheuse, je n'aime pas les sciences. Genre, tu veux m'endormir, mais moi, documentaire de science. Vraiment. Je m'en fous, mais moi, Stéphane Bern qui aime parler d'histoire, tu vois. Genre, voilà. J'adore Stéphane Bern. Mais en plus, moi, j'aime bien ces petits secrets d'histoire. Enfin, Mais ouais, bien rien à sûr. voir. Mais bien sûr, mais oui. Et du coup, je me suis servi de Kairan, parce que il y a eu des déboires dans la vie. Quelqu'un notamment qui jurait par le scientifique, mais en fait était persuadé d'être dans les émotions. En fait, comme cette personne m'a énormément saoulée dans sa façon de réagir en mode mademoiselle je sais tout, plus. Ce qui est quelque chose qu'il ne faut pas faire avec toi, en plus. Non, vraiment. Surtout quand tu viens m'expliquer comment je gère mes soucis de famille, comment je gère ma vie en mode ah non, mais en fait, t'as dit ça parce que tu me prends pour ci, tu me prends pour ça. Ta gueule. Genre vraiment l'auto-introspection, je le fais toute seule, tu vois. Genre, c'était vraiment. Quelle horreur. Et donc, ça m'a passiblement énervée. Un des personnages de Kairan, un des personnages principaux, c'est pas prévu qu'elle devienne tarée et obsédée par la science et genre à jurer uniquement par la science et à dénigrer toutes les personnes qui ont des relations émotionnelles qui sont plus tournées dans les liens, etc. Mais à cause d'elle, si, elle est devenue comme ça et en fait, elle devient littéralement folle alliée au point de faire des sacrifices débiles et en fait, tous les gens autour d'elle, du coup, utilisent ce truc-là en mode ça sera le sacrifice en fait. Et donc c'est là pour dénoncer que si tu prends pas soin des liens amicaux ou relationnels que t'as autour de toi. Ça t'a fait du bien Putain, ouais. Et puis je me fais plaisir parce que je suis encore en train d'écrire à la fin et puis. Ah, ça fait psychothérapie. Oh putain. Ah, vraiment. L'écriture c'est une psychothérapie. Bon. Ouais, je trouve. Et du coup, ces différences-là dans l'inspiration et dans la manière dont vous écrivez, ça se ressent forcément dans le style de vos livres. Est-ce que vous pourriez décrire un petit peu chacune le style de vos livres ? C'est dur. En fait, on en discutait tout à l'heure, Caroline, c'est vraiment, comme elle dit, genre, il meurt, ou genre meurt. Typiquement, moi, c'est en mode... T'amènes avec plus de douceur les choses. Ouais, en fait, c'est plus sinueux, en fait. Caroline, c'est le lion, celle, c'est le serpent, tu vois. Et puis, c'est tranchant. J'aurais dit, tu vois, genre, si c'était une arme, genre, Caroline, c'est un bon coup d'épée qui fait mal, ou de dague, là, en mode clac. Et moi, c'est le poison. Oui, exactement. L'image, elle est parfaite. Voilà. Ouais, je vais pas dire mieux. Bah, voilà. Si on doit écrire une fantasy à deux un jour, t'en as c'est l'épée, moi c'est le poison. C'est une belle collaboration. Ça se ressent d'ailleurs avec la bêta-lecture que t'es en train de faire sur Kairan, en train de refaire, où du coup, Caroline t'a le prologue induit à réécrire le prologue, qui en soi est une bonne chose. J'ai fait la relecture de Caroline sur un de ses projets. Extrêmement cru, mais vous allez rigoler, parce que moi, j'ai le nombre de fois où je n'étais pas prête de ce qu'elle mettait, mais j'étais en mode, ça passe, ok, oui. Et du coup, elle a gentiment accepté de me refaire la bêta-lecture. Tes commentaires étaient hyper importants pour moi et m'ont permis de retravailler un prologue. Parce que typiquement, je pense que toi, quand tu fais des prologues, t'es plus en train de placer ton univers dans ton prologue. Ça va dépendre. Dans Mirabilis, par exemple, c'est une scène. C'est pas un spoil, tu commences, l'enchanteresse, elle se fait décapiter. Tu commences dans l'action directe. Ok. Mais effectivement, t'es pas au milieu de l'histoire ou t'arrives pas au milieu du truc. T'as juste cette scène-là qui est décrite et rien d'autre qui est expliqué autour. Donc t'as pas de questionnement, à part juste pourquoi elle crève, quoi. Alors que pour le coup, et c'est ce qui se passait avec mon prologue, c'était vraiment genre un zoom sur un moment de la vie des personnages. Et en fait, mon prologue est dans le but de lever plein de questionnements en mode j'ai pas compris, mais pourquoi ? En fait, qu'est-ce qui se passe ? Et juste de présenter, en fait, c'était d'un point de vue d'un personnage que on ne reverra plus jamais. Genre, factuellement, on ne reverra plus. Mais par contre, on a l'introduction des 4 personnages principaux comme ça. Et du coup, c'est plus typiquement genre. Voilà, Caroline, c'est un mode paf, genre extrait, paf, il se passe ça, c'est le thème du roman. Moi, c'est un mode
vous voulez voir, c'est plus sinueux, ça sera ça comme ambiance, vous allez vous questionner, patati patata, et en fait ça va vous prendre la tête petit à petit. Dans le prologue, tu te poses déjà peut-être 30 questions, quoi. Ah oui. Et c'est vrai que moi, ça m'a un peu désarçonné parce que c'est pas l'habitude de lecture que j'ai, où je t'avais comparé avec Crescent City. Ouais. Et c'est vrai que le prologue dans Crescent City, où c'est le chapitre directement, je sais pas, je m'étais dit, je comprends rien, j'arrête. Ouais. Alors que c'est un banger, que tout le monde en parle, etc. Donc c'était une comparaison qui est très positive. Et c'est vrai que moi, c'est le genre de choses où je me dis stop. Alors qu'en fait, quand j'ai lu le chapitre 1, j'ai trouvé ça trop bien. C'est super con, mais je pense que ça dépend de chacun. Et ça peut bloquer, ou au contraire, tu peux avoir cet éveil de questionnement où tu as besoin d'avoir les réponses à toutes les questions. Ça, les types, je pense, de lecture. Mais par contre, là où c'est bien de comparer une différence, et moi j'ai été super contente, c'est que vu que toi t'es beaucoup plus cash, tu m'as poussé à genre accroche ton lecteur plus vite en fait. Et en fait, effectivement, quand j'ai relu, j'étais en mode damn, genre oui, c'est plus accrocheur et tout. Et c'est pour ça que je trouve ça super intéressant de faire des bêta lectures avec des styles différents, parce que je me souviens sur Poudre de rêve, il y a des fois, je t'ai dit genre ouais, mais là t'es trop cash, genre tire un peu plus, tu vois, ouais, genre. Plusieurs fois c'est revenu, chaque fois. J'ai tout corrigé en fonction de ce que tu m'avais dit, j'étais tout à fait d'accord avec toi. C'est ça, c'est genre en mode l'idée elle est bonne, genre mais elle est là. C'est arrivé comme ça, comme je fais sur la soupe, amène-le, et du coup j'ai fait ok, vas-y, je vais l'amener. Voilà, et en vrai, genre bon, bah j'ai pas relu, mais je relirai quand ça sortira. Compte sur moi pour prendre l'édition avec la peau de vache sur le côté. Ça, compte sur moi. Franchement, ça sera très drôle. Genre vraiment. Du coup, je trouve ça hyper intéressant de faire des bêta lectures avec des styles d'écriture et des styles de vision différentes, parce que ça vient combler, on va dire, des petites faiblesses qu'il y a dans les styles et tout, parce que c'est juste différent, quoi. On a tous besoin d'un point de vue extérieur en fait. Il y a personne, même l'auteur le plus connu, il est pas parfait, il a besoin d'un travail éditorial conséquent, quoi. Et moi, les gens qui me disent je suis incapable de faire relire mon livre à des bêta lectrices ou quoi que ce soit, je me dis mais t'es pas prêt à le faire publier alors. Parce que publier, genre littéralement, tu te confrontes à tout le monde. Et t'acceptes la critique, parce que j'avais un groupe quand je cherchais des bêta lectrices à la base, où il y avait des retours des nanas qui disaient j'arrête parce que quand je fais des critiques, la nana me dit non, tu te trompes, regarde, j'ai bien fait ci, j'ai bien fait ça, mais en fait faut que t'acceptes la critique. Je veux dire, moi quand Mirabilis a été accepté chez Conséquence, j'étais trop contente en mode ça veut dire qu'elle adore mon manuscrit, mais franchement j'ai chialé sa race parce que quand elle me faisait les réflexions, je me disais mais en fait elle regrette d'avoir signé avec moi tellement tout est nul quoi. Alors que non, il y a du potentiel, c'est juste mais que voilà, mais il y a un énorme travail. Enfin, c'est un travail hyper personnel aussi, je trouve. Bah, c'est pas facile, ton ego il en prend un petit coup. C'est vraiment en mode like, damn. Mais par contre, c'est hyper formateur parce que je sais pas, toi, du coup, la diff entre la première fois que t'as fait une bêta lecture en maison d'édition et ensuite le roman que t'as écrit derrière, un roman que t'as écrit derrière ou quoi, est-ce que t'as vu des changements avec les retours? Non. Ok, suivant. Alors moi, par contre, la première bêta lectrice que j'ai eue, elle avait taffé en maison d'édition, ça reste une pote à moi. Et pour le coup, j'ai vu une différence de style d'écriture. La correction éditoriale que j'avais fait dans la maison d'édition, j'ai vu quelques différences, notamment au niveau de la mise en page et du rythme de mon roman, mais pas au niveau de retirer genre les infos ou genre plus étoffer mon roman, tu vois. Alors que ça, je l'avais plus fait avec la bêta lectrice personnelle. Et du coup, j'ai vu une différence quand j'ai commencé à écrire les autres romans derrière. Mais est-ce que là, après, la bêta lecture chez Conséquence, quand tu vas continuer à écrire des romans, tu penses que tu auras une différence? Non. Bon, ok. Et j'écris vraiment, je pense que j'ai pas changé de style entre la première en auto-édition qui est très trash, Dépendante qui est hyper trash, Mirabilis qui est trash, et quand je vois ce que je suis en train d'écrire, Magalone, il est encore plus trash. Et j'ai toujours cette manière d'écrire qui fait que je vais pas forcément me dire là je suis sûre que machin elle aurait dit ci, elle aurait dit ça. Je l'écris comme je le pense, et je confie souvent des premiers jets quand même quand je les envoie, et on retravaille ensemble. Okay. Mais moi-même je veux pas déjà me dire ouais elle va me dire ci, elle va me dire ça, parce que ça se trouve elle va pas du tout me dire ça. Mais même pas aller dans ce sens-là, juste te dire je sais qu'avant j'avais tendance à typiquement pas assez étoffer une partie, et du coup genre intrinsèquement, c'est comme si tu avais new skill acquired. Si je le fais, je m'en rends pas compte. Okay. Si je le fais, c'est vraiment inconscient, parce que quand j'écris, je ne réflexionne pas. Elle est en transe, d'accord? Ouais, c'est ça, vraiment j'écris, je me dis pas là je devrais faire ci, là je devrais faire ça, ça coule, et tout le robinet, et voilà, ça y va. Et la réflexion, je vais l'avoir au moment du travail éditorial. Okay. Vraiment pas au moment où j'écris. Intéressant. Et du coup, cette différence-là, je pense que vous êtes toutes les deux familières avec le concept d'écrivain architecte et d'écrivain jardinier. Ouais. Je vais quand même le préciser ici pour nos
Nos auditeurs qui ne sont peut-être pas au courant, c'est un concept, déjà j'ai découvert qui venait de George R.R. Martin, qui n'a pas seulement inventé Game of Thrones, mais qui a aussi inventé ces termes-là, qui dit que pour lui, un auteur c'est soit un architecte, soit un jardinier. Un auteur architecte, c'est quelqu'un qui va planifier minutieusement toute l'histoire, la structure, et en fait il faut qu'il prévoie pratiquement tous les détails avant de pouvoir écrire vraiment quoi que ce soit. Et en face de lui, t'as l'auteur jardinier, du coup, qui lui va prendre une idée, la plante, et voit où ça mène. Donc c'est quelqu'un qui va peut-être commencer à écrire un livre sans savoir même comment ça va se finir, ou peut-être juste savoir comment ça va se finir, mais qui a aucune idée de comment il va y aller. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir, vous, est-ce que vous vous reconnaissez dans une de ces deux catégories? Oui, non, pourquoi? Moi, pour moi, je suis les deux. Genre, je peux pas dire je suis que architecte ou je suis que jardinière, parce qu'il y a des romans où j'y vais, mais en freestyle complet. Secret, freestyle complet. Mais freestyle complet. Il y en a où ça va être l'entre-deux, Kairan, et il y en a où ça va être planifié as fuck, Seven. Un peu pareil, jarditecte. Jarditecte, oh, j'aime bien, j'aime bien. Dans le sens où je vais avoir le début, genre la fin. Je sais à peu près ce qui va se passer entre temps, mais vas-y, on y va quoi. Ouais. Il peut se passer de nouvelles choses. Je sais toujours ce qui va se passer à la fin. Généralement, quand je démarre l'écriture d'un livre, c'est qu'à la fin, j'ai la phrase de fin ou la scène de fin dans la tête. Oui. Et je suis là en mode, celle-là, je veux l'écrire. Et quand j'arriverai au moment où je l'écris, c'est que, ouais, t'as trop réussi ta vie là. T'es au moment où, tu vois, t'es l'orgasme quoi. Oui, je comprends. Donc, mais ouais, donc c'est un peu, t'as quand même quelque chose qui est prévu. Et à côté de ça, j'ai un petit carnet où j'aime bien faire par partie, mais c'est pas prévu à l'avance. Et je note, tel chapitre, il y a tel nombre de mots, tel chapitre, tel nombre de mots. Et j'ai à peu près 25 000 mots par partie, et ça se divise toujours en 4 parties. Ils doivent respecter ce qui se fait généralement dans un roman, pour pas que les parties soient trop longues. Et en fait, à chaque fois pour l'instant, et ça fait donc 8 fois, ça tombe toujours juste. Waouh. Et je me dis, magicienne en fait. Et pourtant, je le calcule pas, enfin je le calcule, mais je fais attention et ça tombe toujours comme si le roman, c'était fait de lui-même. Enfin, il travaillait avec moi, quoi, le roman, il existait, quoi. Alors moi, je suis persuadée qu'il travaille avec nous. Parce que genre, tu vois, sur Kairan, là, j'étais partie, comme toi, j'avais l'idée de début. J'avais l'idée de fin, mais je savais juste, tu vois, l'élément de fin, genre le sentiment que je voulais qu'il y ait à la fin. Mais genre, tu vois, il y a des morts qui sont j'étais au milieu, je suis en mode, c'est pas prévu. En fait, là, j'ai eu un gros bug dans le 2. Mais genre, vraiment, j'avais la trame du 2, mais j'étais en mode genre, qu'est-ce que je fous dedans? Mais j'étais devant l'ordi, j'étais en mode à l'aide. Et en fait, à un moment, ça s'est débloqué. Et quand j'ai commencé à relire un peu le 1, parce que genre, voilà, je l'ai filé, commencé à retravailler le synopsis et tout, en fait, je me suis dit, damn, c'est trop logique. Et il y a des choses que c'est venu, mais l'inspiration, une illumination, whatever. En fait, je suis en mode, non, c'est comme trop si logique. c'était ton roman, ta propre histoire qui t'avait dit... Mais en fait, je me kiffe, j'ai envie de prendre vie, viens, je te donne cette idée et on y va, quoi. Le roman, il devient vivant à un moment donné et ça fait très schizo, mais... Mais moi, j'ai trop l'impression, des fois, quand j'écris, il est là, il me dit « Ouais, vas-y, continue, fais... » Voilà, ça fait très porno. Allez. Non, mais il est là en mode « Fais-moi faire ça et tout, là. Tu tiens le bonbon, on va y arriver et tout. » Et genre, il te parle et genre, il y a vraiment un côté un peu mystique des fois quand t'écris. Je reviens au côté démoniaque. Hein. Moi, je me dis, il est là, le démon, il est là. Ouais. C'est ça, quoi. Et il travaille avec toi. Mais la muse, c'est pas extérieur au roman. Des fois, la muse, c'est le roman lui-même. Ah oui, mais clairement. Je tombe pas amoureuse d'un personnage, je tombe amoureuse du roman, de l'histoire. Bah oui. Et au bout d'un moment, non, et puis genre, ça se débloque et en fait, tu te dis, ça fait totalement sens avec le début et genre, en fait, tu t'en rendais pas compte et t'es en mode, d'où est-ce que l'idée me vient? Je ne sais pas, mais let's go, quoi. C'est le roman qui se débloque tout seul. Tu fais, viens à moi. Ça va du coup un peu dans le sens de vos personnages qui évoluent tout seuls. Ah oui, dans ce sens-là. à moi, ils sont très autonomes. Ce sont des grands garçons, ouais. Est-ce que vous avez un exemple d'un perso qui a évolué dans un sens que vous attendiez pas du tout? Genre, il vous a surpris de fou. Moi, ouais. C'est le perso d'Élise dans la saga Berlioz. Je voulais pas du tout faire de tome sur elle à la base et ça a été l'un des personnages qui m'a le plus touchée. J'écrirai plus jamais sur elle parce que ça m'a cassé en deux. Et Élise, c'est un personnage qu'à la base qui devait être secondaire et je crois que c'est devenu le personnage principal, le plus principal de tous mes histoires. Qui m'a touché plus que ce que je peux et c'est pour ça que je fais absolument pas la propagande de ce roman-là parce que s'il est pas connu, ça me dérange pas parce que c'est celui qui me concerne le plus et donc c'est pas grave si on le lit pas, mais tant qu'il existe parce qu'elle a besoin d'exister, quoi. J'ai mis des mois à l'écrire, j'ai recommencé à me ronger les ongles, j'en ai pleuré, c'était un roman qui m'a coûté, je ne le ferai plus jamais de ma vie, mais c'est le roman, ouais, et elle m'a surprise, j'ai fait ouais mais Élise qu'est-ce que tu fais là? Elle m'a fait ouais ben je suis là. Waouh. Bah alors moi non, certes Dara dans Kairan je l'ai pas vu venir, mais dans le sens où parce qu'entre temps j'ai eu besoin d'évacuer des choses. Voilà. Non, je pense que celle qui m'a le plus surpris pour l'instant,
Il y a soit Hélène dans Forsaken Hometown, parce que sur la fin, elle a eu des attitudes que je pensais pas qu'elle aurait, dans le sens, elle a été plus douce que ce que je pensais qu'elle pouvait être. Mais celui qui m'a le plus mis sur le cul, et j'en suis absolument fan, et j'ai qu'une hâte, c'est de retourner, c'est Lux dans Seven. Lux, elle a commencé, c'est un personnage qui, du coup, qui vit avec l'avarice en elle et qui est très fermée à tout. Elle a grandi en mode, je suis une erreur, je suis pas bien, il faut que je me taise, en fait, et il faut juste que je suive la ligne qu'on m'a dit de suivre. Et en fait, quand elle commence à s'éveiller, pour moi, elle allait juste un peu s'éveiller, tu vois, genre tranquillou. Et en fait, c'est ce que j'appelle les personnages araignées. Et quand je commençais à écrire le tome 2, je me suis rendu compte de toutes les petites choses qu'elle avait laissées dans le tome 1, et j'avais pas prévu qu'elle soit aussi... Elle avait tissé sa toile. Ouais, voilà. Malgré toi, quoi. Vraiment. Et pour moi, ça allait être Réo, donc l'autre prota, qui devait être un peu plus cérébral. En fait, il est bête. Mais il est bête, mais drôle. Bon, il est un peu cérébral quand même, mais... Tu voulais le faire plus cérébral que ça? Je voulais le faire plus manipulateur. Et en fait, Lux, c'est une vraie garde de la manipulation. Mais pas méchante, en fait. Pour le coup, c'est vraiment juste la stratège dans sa définition de stratège. Quelqu'un qui doit réfléchir à sa survie. Point. Et je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout. Et en fait, c'est honnêtement genre un personnage qui me... À chaque fois que j'y retourne vers elle, je suis en mode, mais meuf, mais let's be best friend, quoi. Enfin non, parce que franchement, genre, Lux, c'est vraiment genre... Mais vu ce que tu dis, j'ai pas trop envie d'être sa meilleure amie, en fait, finalement, mais... Mais si, parce que si t'es pote avec elle, c'est bon. Ouais. Si t'es contre elle, c'est... Ouais, mais du coup, quelque part, t'as toujours... faut pas t'engueuler avec elle. Parce que si t'es plus pote, tu sais que tu vas... Crève. Mais ça, c'est tous mes persos. Ok, d'accord. C'est juste toi au global. Hein. Ouais, mais si tu me dis que c'est toi, ok, bah j'y vais. Allez, salut. Non, ça va, je me suis calmée. Mais par contre, dans mes persos, du coup, je mets ce côté de ces sans limites, justement, probablement de moi, de chie-moi dessus, tu vas voir. Let's go. Je n'ai pas prévu d'essayer. Cool. On a parlé de vos persos. Vous en avez écrit beaucoup au fur et à mesure des différents livres que vous avez écrits. Je sais que c'est une question un peu tricky pour les auteurs, mais est-ce que vous pouvez choisir le perso, et pas le droit à la triche, c'est un et unique perso que vous préférez? Lux, pour le coup. Qui va avec l'explication d'avant. Ça dépend de quelle manière. Est-ce que je le choperai? Non, celui dont t'es... Non, on pourra regarder. Moi, je les chope tous. Qu'est-ce que vous chopez? Allez, on fait ça. Comment j'ai redirigé la conversation? J'avoue, je ne t'oublie pas. Hein. Pascard de une nuit ou pour la vie? Alors, le One Night Stand, je chope Diane de Kairan parce que, je peux vous le dire, c'est un bon coup dans ma tête. Pour tous les jours, Chase dans FH. Caroline? Allez, pour One Night. Ouais, pour une nuit, j'essaie de voir s'ils sont d'accord tous les trois. Mon Dieu, déjà. Non, en vrai, Liam, parce que trop foufou, tu vois, obligé, tu faut tester une fois dans sa vie, je pense. Et c'est lui qui parle tout le temps de sa bise et tout. Donc forcément, vu qu'il en parle tout le temps, pourquoi pas, on va essayer. Faut tester la marchandise. Voilà. J'aimerais qu'ils se mettent d'accord avec Lucas. Viens, on fait un truc ensemble, tu vois. Et pour toute la vie, c'est un livre que j'ai pas fini d'écrire. C'est Magalon. Et ça va être les personnes de l'organe. Parce que, viens bébé, on se marie en fait. Mais je saurais pas dire pourquoi, juste j'ai envie de lui faire confiance, même s'il est trop dangereux. Je me dis, vas-y, sois dangereux avec les autres et épouse-moi et tu me protèges. Quoi. J'aurais pu prendre Rain aussi pour toute la vie, mais parce que c'est vraiment le sunshine par excellence. Mais je pense qu'au bout d'un moment, ça me ferait chier quelqu'un qui est trop sunshine. Ouais, c'est ce que j'allais dire, sunshine, parce que j'aurais pu choisir aussi Poudre de rêve, mais en fait, je pense que tu t'amuses avec lui, mais au bout d'un moment, ça va. Quoi. Après, Degan, pour l'avoir lu, tu seras jamais déçu au lit, quoi. Ah, mais c'est sûr, hein. Du coup, mais sans faire trop de spoil. Un peu trop, le monde est... C'est bien d'avoir un peu des épreuves aussi dans son couple. Ok, mais je vous ai pas oublié. Quel est votre perso préféré? Préféré un peu dans le sens, soit c'est celui auquel vous êtes le plus attaché, genre votre bébé, peut-être celui dont vous êtes le plus fier dans la construction, peu importe ce qui définit votre perso préféré. Moi, ça reste Lux, parce qu'en plus, genre, il me reste encore 2 romans à écrire dessus, et donc je sais que ce qu'elle va me faire, elle va être incroyable. Mais moi, ça va être une personnage pareil qui, pour l'instant, n'est pas du tout sorti et que je n'arrive pas à le sortir, même pas sur Wattpad, c'est dans Magalon. Personnage préféré, ça va être Abigail. C'est l'héroïne? Parce que c'est peut-être celle qui me ressemble le plus, et c'est mon personnage qui a le plus de défauts. Elle est hyper égoïste, elle est hyper vénale, et c'est des défauts que je vais avoir, que je commence à accepter et à travailler, ou pas, parce qu'en même temps, l'argent, c'est cool. Elle est là, elle s'en fout de tout, elle a pas forcément envie de sauver le monde, alors qu'elle découvre que c'est à elle de sauver le monde, elle est là, non, mais en fait, moi, ce que je veux, c'est des bijoux, Enfin, tu me payes combien, quoi? Tu veux sauver le monde, mais tu me payes combien? Et elle est là, et elle est hyper nature, et elle sort un petit peu de ce côté des héroïnes que j'ai écrit moi-même jusqu'à présent, où elles sont là en mode, je vais tout faire pour sauver et tout. Et en fait, peut-être la plus humaine et la plus moi, avec tous les défauts qui vont avec. Et elle me fait mourir de rire parce que je suis là en mode, mais oui, mais en même temps, tu ferais pas ça toi pour 1 million d'euros? Eh ben oui, elle aussi. Donc peut-être elle m'a préférée parce qu'elle me fait mourir de rire et que c'est peut-être la plus aboutie. En même temps, c'est le dernier roman que je suis en train d'écrire, donc peut-être plus abouti aussi au niveau de l'écriture. Est-ce que c'est pas aussi la moins héroïne, en sens de héros, de tes héroïnes du coup? Parce qu'elle est plus humaine pour le coup.
Je sais pas, dans le pool de rêve, Sarah aussi, c'est une petite connasse, quoi. Je confirme. Je confirme. Tu vois, elle est aussi vénale. On revient beaucoup sur le côté vénal. Peut-être que c'est mon boulot qui fait que je deviens de plus en plus vénale. Du coup, mes personnages, ils sont là. Oh, pognon, pognon. Putain, ça, oui. J'ai eu un peu de bif avec elle vers la fin en mode excuse-toi là. Et c'est vrai qu'elles ont de plus en plus de défauts. Les hommes aussi, mais on pardonne plus facilement les défauts des hommes que les défauts des femmes, ce qui est terrible. Est-ce que du coup, finalement, tu partirais pas aussi, toi, de ce côté, vers des héroïnes beaucoup plus... J'ai envie de dire morally grey, mais il est mal utilisé, le morally grey, en ce moment, tu Il vois. est un peu utilisé à tout va, surtout. Voilà. Dès que les personnes ne sont pas parfaites, genre humains, ils sont moraligrés. Du coup, est-ce qu'elle serait pas juste plus humaine et à sa façon, elle est héroïque? Du coup, c'est pas ce qu'on attend d'une fantasy ou romantasy, parce qu'on veut que les personnages soient parfaits. Mais c'est bien. Moi, je préfère. Moi, je pense que petit à petit, on va retourner là-dessus, parce que déjà, on parle beaucoup du moraligré qui est en fait exactement être normal. On va y aller. Donc, je pense qu'on prend le bon filon à faire des personnages de plus en plus normaux. Même si, quand ils sont parfaits, bah, j'aime beaucoup aussi Jean-Ly, quoi. Moi, je peux plus. Franchement, je peux plus. Ah, mais je tabasse. Genre, j'en peux plus. Je deviens colère. Et tous mes persos, moi, sont plus en mode genre, bah, vraiment humain et c'est héroïque à leur façon, tu vois. C'est vraiment genre, ouais, ils vont faire des choix de merde. Mais comme t'as dit avec Abigail, bah, mais est-ce que toi, tu ferais pas ça aussi? Genre, tu vois, dans Kairan, Saeri, à un moment donné, elle est en mode, il y a mon empire. Je l'ai construit pendant 10 ans. Je me suis emmerdée à faire ça. J'ai récupéré le gars que ça fait 10 ans que j'avais foutu dehors et tout. Et il y a quelqu'un qui me dit je t'aide, mais en gros tu me cèdes ça. En gros, c'est une personne. Pas cool, on ne possède pas les gens, mais bon, voilà. Et elle est en mode, bah j'ai plus le lien avec cette personne, je la reconnais plus, elle me saoule. Ok, mais parce que dans son enjeu, avec son passif, parce que Saeri a un passif, etc. Bah en fait, je te dis, bah est-ce que toi tu l'aurais pas fait dans sa situation et tout, tu vois. Et moi c'est ça que j'ai envie que le lecteur il se pose comme question. Parce que quand c'est trop parfait, alors oui, de temps en temps, d'accord. Là, tu vois, la dernière que j'ai lue, c'était The Prison Healer. Et déjà, elle est bien nuancée, la nana. Mais bon, ça fait du bien. Mais si je veux une bonne fantasy, j'ai besoin de ces personnes nuancées. Et c'est pour ça que j'adore les mangas, d'ailleurs, tu vois. Parce que c'est des nuancés. Ouais. Tu vois, Naruto est très sympatoche, mais il a ses gros défauts aussi. Hein. Blabla no jutsu, à l'aide, quoi. Ou non. Pourquoi t'as mis Tashi? Pourquoi on a mis Tashi? Parce qu'en fait, il est hyper nuancé. Parce qu'il est dark. Mais oui, mais en même temps, une fois que tu sais pourquoi il a fait tout ça. Mais c'est parce que c'est le bad boy original. Est-ce que t'aurais pas fait non, c'est Sasuke le bad boy original. Non, mais Itachi, bien sûr que si, il est là, il parle pas. Je t'aime, Itachi. Si vous aimez Itachi, mettez-le en commentaire. Non, c'est le mien. Battez-vous avec Caroline. Je reste sur Kakashi. Rien que le nom, ça dit tout, ce mec. Ça dirait épouvantail en japonais. Ouais, bah, Kakashi, on est en France, ça veut dire Kakashi. On rentre dans la partie un peu Q&A, petite question random. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous avez toujours rêvé d'écrire? Peut-être un sujet qui serait, par exemple, trop difficile. Un truc où tu as envie d'aller là-dedans, mais tu sais que ça va te demander... Ou t'as envie, mais tu le fais pas encore parce que t'es sur un autre projet. Et... Ouais. Moi, j'aime bien les défis. Donc, par exemple, sur des sujets que je connais pas, je pourrais y aller. Genre, par exemple, écrire une romance saphique ou une romance MM, mais je le ferai jamais de ma vie parce que ça ferait trop de drama, parce que je suis pas concernée. Donc, et tout faire foutre, je le ferai pas. Je l'ai fait. Ouais, mais personnage principal. Hein. Parce que personnage secondaire, moi, j'ai Nicolas et Quentin, si tu vas par là. C'est mais vrai. un personnage principal, si t'es pas concerné, comme si t'écris des personnages racisés, si t'es pas une auteure noire. Il y aura du drama, c'est sûr. Voilà, donc j'ai envie parce que go, tu vois, mais je le ferai jamais. Moi, je pense que c'est juste. Alors, je dis pas que je le ferai jamais parce que j'aime pas utiliser le mot jamais, parce qu'on sait pas de quoi la vie est faite. Mais je pense que écrire une histoire, genre un roman historique, genre vraiment qui s'inspire vraiment, tu vois, genre tu vois un épisode de Secret d'Histoire et tu fais un roman à partir de ce qu'il y a à l'intérieur, tu vois. Vraiment qui a une époque avec tous ses codes, etc. Mais vraiment, par exemple sur tout ce qui va être l'ère élisabéthaine, etc. C'est des arts que j'adore et tout. Mais je le ferai pas parce que pour moi il y a trop de contraintes et j'aime trop adapter l'univers à mon style. Sauf que, ben oui, si c'est l'ère élisabéthaine, il y aura des codes à respecter. Et en fait, j'ai pas envie d'aller chercher ces codes-là à la cour de Louis XIV. Je me faisais la réflexion, je crois que c'était avant-hier. Je me disais, tout le monde dit, ouais, la fantasy, c'est hyper compliqué de créer des mondes, etc. Non. Je trouve que c'est beaucoup plus simple que de faire l'historique où t'as pas le droit de te planter parce qu'après, t'as les gens qui sont les gens hyper relous comme d'hab, hein, qui vont creuser et qui vont dire, ouais, non, mais ça, c'est pas ça. Alors qu'en fantasy, ils vont te dire quoi? C'est toi qui as inventé le monde. Donc, je trouve ça beaucoup plus simple, la fantasy. J'adorerais écrire un roman historique, genre vraiment me dire, tu vois, l'époque de Bridgerton, mais vraiment la régence et tout. Mais en mode historique, du coup, pas comme Bridgerton. Ouais, non, vraiment en mode historique. Mais il y a trop de contraintes pour moi, pour mon style. Est-ce que vous avez un livre qui est déjà publié, donc qui a été écrit par quelqu'un d'autre, que vous auriez aimé écrire, dont vous auriez aimé être l'autrice? Franchement, Le Prince Captif. Ah ouais? Mon livre préféré, ça reste Le Maître des Illusions dans The Secret History. Je trouve ça fabuleux, mais c'est plus dans mon style d'écriture habituel, dans le sens où c'est beaucoup dans l'émotion. Le Prince Captif, on est vraiment sur une vibe
Game of Thrones, avec vraiment une construction de lore, et c'est surtout genre quelque chose qui est accessible. Mais je veux arriver à ce degré de perfection, de mélange entre la création de l'univers, les émotions à ressentir, la romance où tu te prends des claques, et surtout un stratège mais tellement bien fait. Et du coup, j'adorerais l'avoir écrit. Moi, c'est pas un livre en particulier. Si je peux kidnapper une auteure et prendre sa place, tu vois. C'est Jennifer Almentrout, tous ses livres, mais c'est une déesse en fait sur Terre. Et tous ses livres sont incroyables. Que ce soit de la fantasy, c'est elle qui m'a fait me mettre à la fantasy quand même. Donc incroyable. Elle a une écriture qui est assez trash et je pense que ça a beaucoup influé sur moi. Donc c'est un peu ma daronne de l'écriture. Mais en même temps, je pourrais la découper et me mettre dans sa peau et prendre sa place. Si je pouvais être elle en tant qu'auteur, je pense que... Vas-y, enseigne-nous. Donna Tartt, je fais ça aussi. Elle écrit des ambiances, pas des livres. Genre tu le ressens quand tu le lis. Ah ouais. Puis mais genre, tu le sens littéralement. Quand ils sont dans la forêt, t'es en mode truc de forêt. Ce roman est dingue. Lisez-le. Bon, de forêt, rien à voir, mais j'en discutais avec Double Sarah. Le genre à la mode en ce moment. Le cottage core, exactement. Ah. Et c'est en ce moment le truc. Donc cottage gore. Gore. Comme n'entrez pas dans la forêt ou des trucs comme ça. Et Ok. c'est quand t'as des gore, quoi, mais en mode cottage. Et c'est le truc qui est en train de percer en ce moment. Et je ne savais même pas que ça existait. Bref, je suis venue là-dessus parce qu'on parlait de forêt. Et c'est genre à moitié Mimi, à moitié gore. Ou c'est même pas Mimi du tout. Ouais, il y a un petit côté cosy sans lettres. Gore dans la forêt va venir t'attaquer, c'est des monstres, il y a du sang. Enfin, c'est... voilà. Et il me donne trop envie pour le coup, ce livre de la réécriture de Blanche-Neige où elle bouffe les cœurs vivants. Non mais j'ai oublié le nom. Forest of Heart. Mais il y a énormément de trucs avec les forêts en ce moment, mais je ne savais pas du tout parce que moi, les forêts, j'adore, mais pour balader ma chienne, quoi. Maintenant, si je lis ça, je suis plus sûre d'aller dans la forêt toute seule avec ma chienne. Et d'une manière un petit peu plus large, parce qu'on arrive sur la fin de cet épisode, et du coup c'est le petit moment promo. Est-ce que vous parlez un petit peu peut-être de vos actus, des choses qui arrivent, des trucs dont vous avez envie de mettre en avant pour présenter vos travaux, C'est la n'est-ce fatigue pas? du dimanche soir. Au moment où le podcast sort, Mirabilis sera déjà sorti. Donc si tu veux tease les gens. C'est en fait lors de la condamnation, la mise à mort de la dernière enchanteresse, elle lance une malédiction sur les royaumes. Cette malédiction, c'est de les plonger dans une nuit éternelle. Et il y a une prophétie qui est connue par très peu de personnes, la version réelle et intégrale de la prophétie, qui dit qu'en gros, par un amour sincère de son sang, le soleil peut revenir. Et cet amour sincère de son sang, c'est sa fille qui doit tomber amoureuse. Malheureusement, avec la nuit éternelle, eh bien, il y a de la famine. Il y a des tickets de rationnement qui sont mis en place, tout le monde crève, il n'y a plus de naissance, c'est vraiment la grosse merde. Il y a la guerre en plus qui est arrivée, et les royaumes se font la guerre, donc royaume du Sud et du Nord, et au bout d'un moment ils se disent mais en fait on peut pas continuer, donc ils désignent chacun leur héritier, Lucas et Mirabilis, pour négocier, et à ce moment-là, Enemies to Lovers, on ne sait pas si forcément ces négociations vont déboucher sur le soleil, ou sur tout le monde crève quoi. J'ai essayé. C'est très bien. C'est très bien. Très bien. Que je faisais sur Secret Secret. Et bien, Et oui. Secret, c'est le dernier qui est disponible. C'est une romance fantastique où on va suivre du JE qui est un esprit dragon en incarnation humaine, qui est coincé sur Terre à cause d'un contrat pernicieux. Donc elle peut pas repartir chez elle, elle peut rien faire. Elle est obligée de continuer à protéger une famille avec vraiment 10% de ses pouvoirs. Il y a les gardiens célestes qui lui disent en gros, t'as la possibilité de te libérer et de retourner chez toi. Et elle, c'est tout ce qu'elle veut parce qu'elle a plus le choix en rien du tout. Si tu attrapes la dernière menace avec un échelonnement, une belette enragée, littéralement, qui est du coup l'ennemi juré des dragons dans les mythologies, pardon. Et ils disent, pour ce faire, tu vas devoir être avec un esprit renard, un kitsune, qui est une espèce que la famille de Jie n'aime pas. Donc tu vas être avec lui, parce que lui aussi, en gros, il aura sa contrepartie s'il mène cette mission. Et après, on te fout la paix, genre vraiment, genre fais ça et on te fout la paix. Sauf qu'en fait, l'assemblage n'était pas si sans raison que ça. Et après, ils vont partir du coup dans un road trip un peu what the fuck, différentes régions d'un monde complètement imaginé. Et donc du coup, j'ai pas envie de dire qu'on est sur un Enemy to Lover, mais on est plutôt sur un Grumpy Sunshine pour le coup, où le Grumpy c'est la meuf et le Sunshine c'est le gars. Et donc, Secret est disponible sur Amazon, il y a un abonnement Kindle. Et Mirabilis est dispo normalement dans toutes vos librairies, ou du moins ils peuvent le commander. Oui, s'il n'est pas dispo, vous pouvez le commander et j'invite à le faire parce que ça permet aux libraires de connaître la maison d'édition Conséquence et de pouvoir aussi connaître les autres titres et pouvoir développer une maison d'édition qui prend très soin de ses auteurs et c'est important à mettre en avant aussi. Mais écoutez, je pense que nous arrivons sur la fin de ce podcast, si vous n'avez rien à ajouter. Vous êtes toutes les deux sur Instagram, donc allez suivre Timlor, c'est Timlor. Ouais. TYMLOR. Ok, et Estelle. Estelle-Aster. Voilà.
Et vous avez également la thérapie sur Instagram si jamais vous nous suivez pas encore. Et en tout cas, merci beaucoup les filles. Quoi ? Notre question de base. Est-ce que t'as testé un café, un thé particulier ce mois-ci que t'as aimé ? Et du coup, ça serait une reco. Ma nouvelle recette de café glacé, là où tu fais ton café, tu le fais mousser, tu le mets au congèle et tu le sors comme des boules de glace et tu rajoutes ton lait et c'est là. Incroyable. J'ai envie de tester du coup. Pas grave. Je vais carrément vous envoyer la recette. Oui, premier degré. Ah, j'aime bien, on va avoir des tests. Quelle est ta dernière boisson, toi, Estelle ? Le caramel macchiato ice qu'on a pris il y a 3 heures. Ah oui, te rejoins avec mon matcha. Et genre, ça faisait une vie que je n'avais pas pris de caramel macchiato ice. Avec du lait d'avoine, évidemment. Merci beaucoup les filles d'avoir partagé vos visions d'autrices. C'était hyper intéressant. Moi j'avoue que du coup j'étais assez au courant de la plupart des réponses d'Estelle, mais j'ai adoré découvrir tes réponses à toi Caroline et un autre point de vue. Parce que du coup c'est rare quand même d'avoir des autrices dans son entourage, d'en avoir 2 encore plus. Et donc c'était vraiment très cool. J'espère que vous, petits auditeurs, vous avez apprécié en apprendre un petit peu plus, que vous soyez autrice ou juste lecteur ou peu importe un petit peu d'où vous venez et que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à tous nous suivre sur Instagram, je l'ai déjà dit 10 fois, mais c'est hyper important de nous soutenir tous. Et de laisser des commentaires, que ce soit sous les épisodes et sur les livres. Même si vous téléchargez illégalement, bande de petites putes, mettez un avis 5 étoiles, au moins que vous serviez à quelque chose dans ce monde. Si vous pouvez pas soutenir financièrement pour quelconque raison, soutenez moralement. C'est beaucoup plus gentil que moi. Bah, elle croise des gens. Mais toi aussi, tu croises des gens au quotidien, en vrai. Je croise des gens, je les supporte au quotidien Je et suis un ils me ange en fait dans ce respectent pas. monde. En même temps, t'as vu ce qu'on écrit ? J'avoue, moi je pense que j'écrirais de la romance Mimi. Hein. Ah oui. Ouais, t'as une tête à écrire la romance Mimi, mais attention, parce que souvent les gens qui ont écrit une tête à écrire la romance Mimi, ils écrivent les trucs les plus sales qui existent. Je pense que tu commencerais par du Mimi, après tu serais là en mode contre le mur. Ça va avec sa bias line, en tout Je cas. pense qu'en vrai, tu commences, après tu te découvres et tu te sors des dingueries, quoi. Bah ouais, regarde, moi au départ, j'étais en mode, oh non, regarde, Yuna, elle manipule les ténèbres. Ah, et maintenant, je suis en mode, oh, c'est Eri avant toute sa famille. Tu vois ? Ça fait tellement du bien d'écrire ça et de surprendre aussi le lecteur. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve dans un mois pour le prochain épisode de La Thérapie. Bisous. Bisous.